on a l'habitude de parler des gouvernants dans la Rome antique, on parle peu en revanche des femmes dans cette civilisation. Et pourtant, de nombreuses femmes romaines ont marqué l'histoire. Alors, attachez vos sandales, on aborde aujourd'hui l'histoire des femmes dans la Rome antique et de leur pouvoir dans la cité. Dès les premiers jours de la cité, les femmes occupaient une place cruciale. Après la fondation légendaire par Romulus, le manque de femmes menaçait la prospérité de la cité, puisque pas de femmes, pas de gosses, et donc pas de descendance. On trouva une solution, laquelle? Un kidnapping massif pour peupler Rome. On nomme cet événement l'enlèvement des Sabines. Alors cet événement, c'est Romulus qui va inviter les Sabins. Les Sabins, c'est un peuple voisin des Romains, à un événement à Rome. Et il va inviter que les hommes. Les femmes, elles vont rester dans leur cité. Et pendant que les Sabins hommes vont faire la fête à Rome, les autres Romains vont en profiter pour kidnapper les Sabines. Alors s'ensuivit un conflit mémorable entre les Sabins et les Romains, puisque les Sabines, mariées de force, se retrouvèrent tiraillées entre leurs anciennes et leurs nouvelles familles. Elles finirent par unir les deux peuples, grâce notamment à leur éloquence. Ainsi donc, malgré leur position plutôt ambiguë, les femmes jouèrent un rôle crucial dans la résolution de ces événements. Cependant, les Romains soumettaient les femmes à une autorité découlant d'une conception différente de la virtus latine. La virtus, c'est tout simplement la vertu. Pour les hommes, la vertu, elle découle des exploits militaires, mais pour les femmes, elle se résume à l'innocence et à la réserve, toujours en restant sous l'autorité masculine, puisque la Rome antique est une cité patriarcale. Les femmes étaient sous l'autorité du père, puis du mari, ou alors d'un tuteur masculin s'il n'y avait ni père ni mari. Et elles paraissaient comme d'éternelles mineures. Elles n'avaient pas le droit de vote, elles devaient se couvrir la tête avec un palan public pour préserver leur pudeur. Malgré tout, on vit des évolutions, notamment dans le domaine du mariage. Alors, on avait avant un mariage cum manu. Le mariage cum manu, c'est le moment où la femme passait de l'autorité du père à l'autorité du mari. Cette forme de mariage laisse place à un mariage nommé sine manu, où en fait l'épouse restait sous l'autorité paternelle et donc elle pouvait répudier son mari et gérer son argent toute seule. Alors oui, je pourrais développer à partir de là sur le devoir matrimonial des femmes dans la Rome antique, avec Auguste et sa loi obligeant les femmes à avoir 3 enfants sous peine d'une pénalité financière. Mais ça serait encore rattacher les femmes toujours à cette sphère qui est les enfants, le mariage, alors que nous pouvons aussi voir que certaines de ces femmes arrivent dès cette époque à s'émanciper de ce patriarcat romain dans la sphère politique. Alors il faut savoir que dans la cité romaine, 3 groupes de femmes se distinguent. Les ingénues, c'est-à-dire les bien-nées, celles que l'on nomme vulgairement les citoyennes, mais ce n'en était pas pour autant. Les affranchis, donc les anciennes esclaves, et les esclaves qui, elles, n'étaient même pas considérées comme des personnes, mais plutôt comme des objets. Les esclaves et les affranchis jouent un rôle dans la société, surtout en ce qui concerne le travail, mais elles restent d'éternelles soumises où la révolte et l'émancipation demeurent quasiment impossibles. Mais pour les ingénues, ces dernières parviennent à jouer avec les limites de la loi pour tenter de s'émanciper. On retrouve par exemple Cornelia Africana, mère des Gracques. Cornelia, c'est la fille de Scipion l'Africain. Scipion l'Africain, c'est le vainqueur d'Hannibal, le Carthaginois, connu pour avoir traversé les Alpes à dos d'éléphant durant la Deuxième Guerre punique. C'est donc une femme très bien née et respectée à Rome. Du fait de cet héritage de vainqueur, elle se doit alors d'élever ses enfants dans ce même but. Bon, même si cela se finira par un bain de sang. Cette femme représente le modèle de la femme romaine par excellence, notamment en ce qui concerne l'influence de la gente féminine dans le domaine familial. Alors oui, c'était les hommes qui décidaient de la plupart des aspects, mais comme vous le savez, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. En effet, ces femmes pouvaient avoir beaucoup de pouvoir dans le foyer familial et étaient informées de tout ce qui se passait en fait, autant dans un domaine privé que dans le domaine du politique. Vous allez me dire, ça n'a pas grandement changé aujourd'hui, hein.
Ces dernières pouvaient donc exercer un grand enjeu sur la sphère politique en participant en coulisses à tout ce qui se passait. C'est ce que fit Cornelia pour ses fils en les poussant alors dans les magistratures. On a retrouvé de nombreuses lettres de Cornelia, notamment dans les manuscrits de Cornelius Nepos. Elle donne clairement dans ses lettres plusieurs conseils à ses fils, mais elle use aussi de ce registre pour mobiliser ses réseaux d'amis, pour promouvoir la carrière de ses enfants durant toute la période du règne des Grecs, où elle dissimula donc ses ambitions derrière la figure de ses fils, régeant alors une bonne partie de leurs décisions. Alors même si ses fils furent assassinés, elle devient tout de même un exemple maternel, et les Romains sont ainsi au courant de l'importance de cette femme dans la vie politique de la cité, à ce moment puisqu'ils font même ériger une statue qui lui est dédiée sur le forum. Le forum, c'est le lieu de rassemblement politique par excellence à Rome, et cet acte, il est alors d'une importance extrême pour le rôle et l'évolution de la vision de la femme dans la Rome antique. Une autre femme aussi qui joue avec les limites de la loi, c'est Hortensia. Elle, c'est la fille du consul Quintus Hortensius. Alors pour un peu contextualiser la chose, on se situe avec Hortensia après la mort de Jules César en 44 avant Jésus-Christ. Il est assassiné à la suite d'un complot dirigé par Brutus. Et on voit apparaître en 43 une alliance politique entre Octave, le fils de César, Marc-Antoine, son bras droit, et Lépide, son maître de cavalerie. À eux trois, ils forment le triumvirat et décident donc de rentrer en guerre contre les césaricides, soit les assassins de Jules César. Mais pour faire une guerre, il faut de l'argent. Le triumvirat, ils se rendent donc à Rome pour lever des impôts spéciaux, notamment une taxe sur les 1400 femmes les plus riches de Rome. Hortensia, donc fille de consul, fait partie de ces femmes taxées et va alors se déplacer sur le forum même et plaider la cause des femmes en prononçant un discours retranscrit par Appien dans son ouvrage Les guerres civiles. Elle s'adresse directement au triumvirat et contourne alors en partie la loi puisqu'elle s'adresse sur un sujet politique sur le forum même. Très badass, mais très illégal. Et ce qui est encore plus badass, c'est qu'elle arrive quand même, malgré cette inégalité, à faire abolir la loi. Alors, pas tout à fait abolir, mais cette dernière diminue au nombre de 400 femmes taxées et on compense aussi en forçant certains hommes à prêter de l'argent à l'État. Ainsi, malgré les contraintes d'une société patriarcale, des femmes comme Cornelia Africana ou Hortensia ont su défier les normes pour laisser leur empreinte dans l'histoire. Leur influence s'est répercutée bien au-delà du foyer familial, contribuant ainsi à la vie politique de la cité. Sur ce, n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de partager vos réflexions sur ce sujet ou sur d'autres thèmes que vous désirez me voir aborder. Et bien sûr, si vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. C'était Marine pour Cocktail d'Histoire.